Eh bien, je vous souhaite à présent la bienvenue à ce premier webinaire en ce 11 décembre qui porte sur les enjeux de transition énergétique pour les territoires. Il sera ponctué donc, de temps d'interactivité et de temps d'échange. J'invite à présent Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, puis Frédéric Dunet, premier vice-président du CIDELA, premier adjoint de Guérande, à introduire ce webinaire. Donc Raymond Charbonnier, nouvellement élu président du CIDELA. Et le CIDELA, je le rappelle, c'est le syndicat d'électrification et d'énergie de Loire-Atlantique. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités et né de cette volonté de mutualisation des communes et pour les communes. Un aspect très important. Nous sommes, alors, dans les collectivités, il y a de nouveaux élus, très nombreux, et au CIDELA aussi. Et il nous a semblé important de pouvoir présenter le CIDELA, qui, à travers ses missions et ses expertises, constitue une véritable boîte à outils à même d'accompagner les projets des collectivités dans tous les domaines historiques, et puis, notamment, sur les PCAET que tous les EPCI ont adoptés. Voilà. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour la suite. Il s'agira pour nous de vous montrer à travers les 8 prochains webinaires comment le CIDELA agit à vos côtés pour vous aider dans vos projets et dans votre gestion de votre patrimoine réseau. Ce premier webinaire vise à planter le décor du contexte énergétique français et ligérien. COP21, loi de transition énergétique, décret tertiaire, décret GTB. Ok, et concrètement, que cela implique-t-il pour nos communes? Nous tentons d'y répondre. La seconde partie du webinaire aura pour vocation de vous apporter les éléments du contexte sur le réseau électrique, propriété des communes ou parfois transféré au CIDELA. Il est parfois bien compliqué de comprendre les rôles d'Enedis, du CIDELA et d'autres intervenants sur nos communes, de bien comprendre les enjeux des uns et des autres, avec les évolutions fortes sur les usages que nous connaissons tous, la mobilité électrique, l'énergie renouvelable, l'autoconsommation, entre autres. Je laisse la parole à Raymond à nouveau pour terminer cette introduction. Oui, donc en fonction des éléments dont on vient de parler, Frédéric, nous avons dégagé un certain nombre d'enjeux importants. Et les webinaires suivants, celui d'aujourd'hui, sont focalisés et nous essayons de vous fournir quelques clés pour vous accompagner dans vos projets. Donc, le 8 janvier, la fracture électrique, réseau Smart Green, RIG. Le 22 janvier, projet éolien et projet d'énergie renouvelable citoyenne. Le 5 février, éclairage public, infrastructure électronique. Le 19 février, maîtrise de l'énergie consommée dans nos bâtiments communaux. Le 5 mars, énergie solaire photovoltaïque. Le 19 mars, mobilité durable. Et le 26, méthanisation et réseau de gaz. Comme vous le voyez, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à travers tous vos projets de PCAET notamment. Nous laissons maintenant la place au service pour la présentation en 3 parties de ce premier webinaire sur les enjeux de la transition énergétique. Merci de votre attention. Voilà, vous voyez affichés ici les différents intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Moi-même, je serai en charge de l'animation. J'aurai le plaisir effectivement de faire cette fonction, d'assumer cette fonction. Il y a Amandine Adrani qui va débuter, coordinatrice PCAET et mobilité au CIDELA. François Oran, responsable développement et exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44. Et Gauthier Moreau, co-responsable transition énergétique au CIDELA. Sans plus tarder, je laisse la parole à Amandine Adrani qui va démarrer donc ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Comme il a été évoqué en introduction, ce séminaire il va s'orienter sur 3 grandes parties. La première, sur les contextes en jeu et pourquoi les enjeux de transition énergétique, au final, pourquoi on est aussi assis autour de la table, entre guillemets, aujourd'hui. La deuxième partie, sur les enjeux actions vers où allons-nous, quelles sont les trajectoires aujourd'hui qui sont fixées au niveau national, et on fera aussi un rapide retour de vos trajectoires qui ont été approuvées pour certains dans vos plans climat. Et la troisième partie, qui sera un peu plus concrète, on tâchera d'illustrer par 4 actions très concrètes qui peuvent être mises en œuvre au sein de vos territoires.
Pour commencer, et en préambule, on souhaitait rappeler les principales raisons aujourd'hui qui nous poussent à agir. Alors, je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail, mais ça permet quand même de poser le décor. Une des premières raisons, on en entend quand même très souvent parler, et surtout en ce moment, le dérèglement climatique. En 2015, il y a 5 ans, en fait, aujourd'hui, les 5 ans justement de l'accord de Paris, au niveau international, les États se sont mis d'accord pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. On constate aujourd'hui que nous sommes déjà à 1,1 degré en 2020. Il faut voir quand même que ça nous laisse peu de marge de manœuvre. Par ailleurs, les engagements, je parle là au niveau international, montrent que et les engagements, les objectifs, les politiques actuelles ne permettent toujours pas d'ailleurs de répondre à cet engagement des accords de Paris. Aujourd'hui, il est estimé par un certain nombre d'experts que ces engagements et ces politiques permettraient de limiter la hausse des températures entre 2,1 degrés et 3,9 degrés, ce qui montre qu'il voilà, nous reste encore du travail sur nos engagements. En France, en 2019, il a été acté, au travers de la loi énergie-climat, il a été acté qu'il fallait atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette neutralité carbone d'ici 2050 permettra justement de limiter cette hausse à 1,5 degré. Rapidement, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre ce qu'on émet d'un côté d'un point de vue des gaz à effet de serre, au travers de nos activités, nos déplacements, nos logements, nos industries, et ce que la nature est en capacité d'absorber au travers à la fois ses océans, mais plus concrètement sur notre territoire, au travers nos forêts, nos zones humides, nos haies bocagères, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050 pour limiter cette hausse des températures. Autre constat important, c'est l'épuisement des ressources. Je vais faire un rapide focus sur les énergies fossiles, mais l'épuisement des ressources, il y en a une liste longue comme le bras. Sur les énergies fossiles, on sait que c'est une énergie aujourd'hui qui est non renouvelable. Et si on prend un tantinet de recul sur l'échelle de l'humanité, on se rend compte que les énergies fossiles sont au final, alors entre guillemets, je passe mes mots, un petit phénomène dans le sens où elles vont disparaître aussi vite qu'elles ne sont apparues. Simplement, c'est l'utilisation massive pendant un si court temps de ces énergies fossiles, le fait qu'on a brûlé, qu'on les brûle encore, ces énergies fossiles, qui fait qu'il y a eu des émissions de gaz à effet de serre très importantes sur une petite période, et ce qui provoque notamment le dérèglement climatique et les conséquences que l'on connaît déjà aujourd'hui. Donc voilà pour les deux grands constats. Il y en a d'autres aussi, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la présentation. La dépendance énergétique, on le verra, on apporte beaucoup aujourd'hui d'énergie, ce qui peut provoquer aussi des risques géopolitiques. La précarité énergétique pour nos ménages, on a pu le constater quand même ces dernières années, la moindre hausse, notamment sur le carburant, peut provoquer aussi des crises sociales, mais aussi des problématiques de qualité de l'air, du fait de la combustion aussi de toutes ces énergies. Cela aussi peut provoquer des problématiques beaucoup plus locales de qualité de l'air et de santé publique derrière. Donc voilà très rapidement un préambule qui permet justement de reposer ces constats. Place aux résultats. Tout d'abord, les résultats qui sont affichés ici concernent le territoire de la Loire-Atlantique en dehors Nantes Métropole. Donc on a souhaité se rapprocher au plus près du territoire justement du CIDELA. Donc au total, il a été plus de 17, quasiment 17,7 TWh durant l'année 2016. Je fais juste une rapide parenthèse. Ces données sont issues de bases émises V5 qui sont proposées par RPI de la Loire, et vous avez un lien qui vous permet d'aller voir justement ces données plus en détail qui sont disponibles en open data. Donc quand on regarde la répartition par secteur consommateur, il y a deux gros secteurs en jeu. On le voit bien sur cette couronne, à la fois le transport routier à 37% et le résidentiel à 30%. C'est vraiment les deux gros secteurs aujourd'hui qui consomment le plus sur notre territoire. Ensuite, on a l'industrie à 18%, le tertiaire à 9%. Dans le tertiaire, il y a et le tertiaire public et le tertiaire privé. Et enfin, l'agriculture. On a vu dans les résultats que l'agriculture ressortait un peu beaucoup. Souvent, c'est parce qu'on a une confusion entre les consommations d'énergie, donc en gigawattheure, et les gaz à effet de serre. Alors, on a décidé là de ne pas vous présenter la répartition des gaz à effet de serre parce que voilà, on a plusieurs autres informations qu'on souhaite partager avec vous. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est plus de 17 TWh de consommation d'énergie.
elles sont responsables de 68% de gaz à effet de serre sur ce même territoire. Le reste des gaz à effet de serre, qu'on va dire des gaz à effet de serre non énergétiques, proviennent du monde agricole. Et c'est pour ça aussi que souvent, on pense que c'est le monde agricole qui, enfin, voilà, quand on parle de consommation d'énergie, c'est le numéro 1. Mais en fait, c'est, entre guillemets, le numéro 1 sur les gaz à effet de serre, du fait des pratiques agricoles. Bon, on ne rentrera pas dans ce détail-là, mais c'est aussi le monde agricole par ses prairies qui permet aussi de stocker une sacrée quantité de carbone. Donc voilà, c'est pas forcément là où il faut tout de suite taper, entre guillemets, sur les doigts. Je préfère aussi faire cette rapide parenthèse-là. Si on regarde cette répartition par EPCI, par territoire, on s'aperçoit qu'il y a quand même des disparités assez fortes. On retrouve quand même toujours les deux gros secteurs, le transport routier et le résidentiel, ça reste quand même les plus importants. Néanmoins, si je prends deux exemples avec Estuaire et Sillon et par exemple Erdre et Gèvres, ou même Blain, la communauté de communes de Blain, on s'aperçoit que sur ces territoires-là, le transport est beaucoup plus important que sur d'autres territoires. Si on prend par exemple les territoires de la Carène et de Châteaubriand, sur vos territoires, là, l'industrie a une part quand même plus représentée que sur d'autres territoires. Donc forcément, ces spécificités-là, elles vont impliquer des stratégies, des plans d'action qui sont différents auprès de cibles différentes. Maintenant, d'où vient cette énergie? Grosso modo, enfin, pas grosso modo, c'est un recours massif aux énergies fossiles. Bon, ce n'est pas forcément une grande surprise. Quasiment la moitié, près de la moitié vient des produits pétroliers, une bonne partie du gaz naturel. Quasiment plus d'un quart aussi provient de l'électricité. Alors sur l'électricité, on va en parler après, mais il y a une partie qui vient et du nucléaire, 72% du nucléaire, mais aussi une partie qui vient de la production d'énergie renouvelable au travers l'éolien, le solaire et l'hydraulique, pour faire les plus grandes sources en tout cas d'énergie. Sur le territoire, il y a aussi 7% qui vient du bois énergie, donc votre bois de chauffage, pour chauffer votre salon durant l'hiver, et les agrocarburants. Si on somme toutes les sources d'énergie renouvelable sur nos territoires, on a 14% aujourd'hui de part d'énergie renouvelable dans notre consommation finale. C'est un chiffre important à avoir en tête parce qu'on va voir après les objectifs et voir du coup l'écart qu'on a aujourd'hui. Si maintenant on croise les consommations, ce qu'on consomme et d'où ça vient, on s'aperçoit que, sur le transport, en très très grande majorité, à plus de 90%, c'est les produits pétroliers. À 6%, c'est les agrocarburants. Et dans une moindre mesure, c'est l'électricité. Alors rapidement, je m'arrête juste sur ce graphique-là, qui peut être une forme un peu inédite. On voit que sur la droite, on a les consommations. Voilà, on a les secteurs consommateurs, donc le transport, l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie. Et sur la gauche, on a les sources d'énergie qu'on a pu voir. Donc là, on voit qu'en grande majorité, le produit pétrolier alimente le secteur du transport. Si on passe au secteur agricole, pareil, en grande partie, on est sur les produits pétroliers pour les engins agricoles, les tracteurs, les poids lourds, etc. Sur le résidentiel, on a une plus grande majorité d'électricité, également de gaz, et c'est là qu'on va retrouver la grande majorité de la biomasse, donc du bois énergie pour chauffer nos maisons. Sur le tertiaire, en plus grande majorité, l'électricité. Et sur l'industrie, c'est là aussi qu'on va retrouver le gaz, notamment pour alimenter des process industriels qui nécessitent de la chaleur. Donc voilà sur justement le lien entre les sources d'énergie et ce à quoi aujourd'hui elles sont utilisées. Si maintenant on passe tous ces gigawattheures en euros, ça donne au total, en 2014, une facture énergétique de notre territoire à 1,3 milliard d'euros. Alors, c'est une somme qui paraît assez importante, mais c'est notre facture énergétique en 2014. Si on le rapporte, cette facture-là, par ménage, ça représente 2 400 € par ménage et par an. Donc, attention à ce que je dis, c'est pas ce que paye un ménage chaque année, c'est parce que là, on retrouve l'industrie également, l'agriculture, etc. C'est la facture énergétique rapportée au ménage. Sur cette facture énergétique, il y a une partie qui peut rester sur le territoire, du fait de production locale d'énergie renouvelable, mais ça dépend aussi du portage du projet, qui porte le projet, du coup, où restent les richesses, mais on aura l'occasion justement d'en reparler au cours de la présentation.
Et il y a aussi une très, très grosse partie aujourd'hui de toute cette facture qui sort du territoire et qui forcément est liée aux importations d'énergie qui peut notamment provenir de monteurs de Bretagne si on parle du gaz naturel. Et forcément, cette facture énergétique, elle fait écho aussi au constat qu'on a pu échanger en amont sur la précarité énergétique, mais aussi du coup sur cette dépendance énergétique à d'autres pays qui peut aussi provoquer un certain nombre de risques géopolitiques. Donc j'en ai terminé pour ma part sur cette première grande partie. Si justement vous avez des questions, n'hésitez pas on va pouvoir faire il y a sûrement déjà des questions sur le fil de conversation. On est disponible pour ça. Donc, je vois qu'il y a une question sur l'industrie. Donc, la consommation énergétique est comptabilisée. Ou pour ce secteur, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus clair dans votre question, Madame Dumas? À moins que, Amandine, tu... Aujourd'hui, en effet, dans le secteur industriel, c'est hors la branche énergie. Et il y a une faible partie qui correspond au secteur énergétique, en fait. Enfin, sur justement la production d'énergie. Elle n'apparaît pas, en fait, à moins qu'elle est fine dans les statistiques. Puis des métropoles, Nantes, Saint-Nazaire, Aglo... Alors, ça, je suppose que c'est sur la deuxième question. Aujourd'hui, sur les données là qui vous ont été partagées, il n'y a pas les données de Nantes Métropole dedans. Par contre, on a mis l'ensemble de la Carène. C'est vrai que le Saint-Nazaire n'est pas aujourd'hui adhérente au CIDELA, mais on n'a pas enlevé juste la commune de Saint-Nazaire, la Baule et le Croisic. Et pour compléter un tout petit peu la réponse d'Amandine, donc Gauthier Moreau du CIDELA, sur en fait typiquement la production d'électricité qui serait réalisée à Cordemais sur notre territoire, pour pas le citer, ça c'est compté dans les émissions du mix énergétique, mais c'est pas compté dans l'industrie par exemple. Donc tout moyen de production énergétique qui émet des gaz à effet de serre est compté dans la part énergie, il n'est pas compté dans la part industrie. C'est là la distinction. Et pour terminer sur la question de la consommation d'énergie, à l'échelle on est à peu près à 30 TWh, tout compris, et vous voyez que sur le périmètre CIDELA, on est à 17. Donc on est à peu près à 55-45, c'est-à-dire que le poids de la métropole représente 45% de la consommation d'énergie à l'échelle du département. Il y a deux autres questions qui arrivent là. Les chiffres de Loire-Atlantique sont-ils comparables avec le territoire national? Typiquement, en Loire-Atlantique, on a quand même un territoire relativement plat et agricole, par exemple. Donc, les chiffres, tous les chiffres concernant la partie agriculture, ils sont propres au territoire. Et puis, comme le montrait Amandine tout à l'heure, on voit déjà au sein de la Loire-Atlantique, par exemple, entre un territoire plutôt avec un tissu industriel très important ou un territoire avec un tissu agricole très important, on voit déjà qu'il y a des disparités dans les répartitions d'énergie. Et puis, pourquoi les chiffres sont ceux de 2016 ? Parce qu'aujourd'hui, l'observatoire régional qui comptabilise l'ensemble de ces émissions et qui constitue finalement un petit peu la donnée de référence globale, les dernières données qui nous ont été mises à disposition à date de 2016, elles sont mises à jour tous les 2 ans. Et il y a eu un petit peu de retard dans la publication des données qui auraient dû être pour celles de 2018. On ne devrait pas tarder à avoir celle de 2018, normalement. Mais bon, sachez qu'il n'y a pas quand même il n'y a pas de grande révolution là, sur les 3-4 dernières années sur la répartition des consommations. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie suivante. On va passer à la partie 2. Tout à fait. Donc, sur la partie 2, où allons-nous ? Donc, dans un premier temps, on souhaitait rappeler les grandes trajectoires nationales, ce sur quoi notre gouvernement a acté. Il faut savoir que ces objectifs, ils ont été actés dans 2 projets de loi. Le premier qui date de 2015, la LTCV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et la loi énergie-climat en 2019. Et ensuite, ces 2 lois ont permis d'alimenter 2 documents plus opérationnels qui sont la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui ont été approuvés en 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif d'ici 30 ans, c'est de réduire de moitié notre consommation d'énergie, avec un premier palier en 2030 de réduction de 20%.
Pareil, il y a aussi un objectif qui est fixé d'ici 2030 de réduire de 40% notre consommation primaire d'énergie fossile. Et je le rappelle, l'objectif phare d'un point de vue gaz à effet de serre, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Donc je rappelle, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre ce qu'on émet d'un côté d'un point de vue de nos activités et ce que la Terre est en capacité d'absorber. Concernant la production d'énergie renouvelable, l'objectif est d'atteindre d'ici 15 ans une part de 50% d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie finale. Je rappelle, en 2016, nous sommes à 14%. Donc on voit quand même qu'il y a un gap important à franchir. Il y a aussi des objectifs par filière. Donc sur la production électrique, il y a des énergies renouvelables électriques. L'objectif est de faire x2 entre 2017 et 2028. Et sur la consommation de chaleur, l'objectif, c'est plus une fourchette, est d'augmenter entre 40 à 60%, pareil, en un peu plus de 10 ans. Pour répondre à ces trajectoires, on a synthétisé ça en 3 grandes transformations qui sont nécessaires. La première, elle va concerner les consommations d'énergie. Je le rappelle, on doit réduire d'ici 30 ans de moitié nos consommations d'énergie, c'est assez énorme. Et pour ça, ça va nécessiter une transformation de nos modes de vie, de nos usages. Donc on a décidé, on ne va pas vous faire toute une liste à l'après-vert de tout ce qu'il faudrait qu'on change, mais on a décidé de prendre un exemple et de montrer justement ce sur quoi il faut agir. Et on voit bien que les modes d'action, ils vont se trouver à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau local. Enfin, on voit bien, on va tâcher d'illustrer par cet exemple que les modes d'action doivent se faire à toutes les échelles. Donc l'exemple, généralement ça parle assez vite, hein, c'est je vais au travail à vélo. Ce n'est pas parce que je suis aussi chargée de mission mobilité que j'ai pris cet exemple-là, mais c'est parce que c'est un exemple qui parle à tous. Pour aller au travail à vélo, dès demain, hein, ça nécessite de développer des infrastructures, plus à un niveau collectif, des pistes cyclables, mais aussi du stationnement, notamment du stationnement sécurisé auprès des entreprises. Ça nécessite aussi un petit plus de la technologie, avec par exemple aujourd'hui l'arrivée des vélos à assistance électrique. Pour ceux qui ont testé, on se rend bien compte quand même qu'on peut faire un peu plus de kilomètres avec. Ça passe aussi par des services associés. Si je prends l'exemple de 2 territoires, Châteaubriand-Derval et la Carène, vous avez mis en place des services justement de location longue durée de ces vélos à assistance électrique, ce qui permet de faciliter l'accès à ces vélos-là qui, pour certains, peuvent quand même représenter un coût à l'achat assez important. Ça passe aussi par tout bonnement de l'aménagement du territoire. C'est sûr que si je vis à 50 km de mon lieu de travail, je ne vais pas y aller tous les jours à vélo. Donc, que ce soit tant les services et les enfants, on voit bien qu'il y a une forte problématique aussi d'aménagement du territoire. Ça peut passer aussi par des tests, des défis, des animations qui vont permettre aussi de faire changer les habitudes, les idées reçues, les représentations qu'on peut avoir aussi sur le vélo. Car on le sait, hein, c'est en testant que généralement on arrive à faire changer un peu les idées qu'on peut avoir. Mais ça peut aussi passer tout bonnement par des incitations financières. Hein. Aujourd'hui, la loi permet des forfaits de mobilité aux employeurs, en tout cas, d'indemniser les gens qui viennent à vélo au travail. Et ça peut aussi passer par des bonus à l'achat pour justement faciliter l'accès à ce type, notamment sur des vélos électriques. Donc on voit bien à travers cet exemple-là que ça va passer sur des actions de l'ordre collectif, qui peuvent être poussées par la puissance publique comme des infrastructures, mais aussi de l'ordre individuel. Pour compléter ces transformations, on voit d'un côté il y a les consommations d'énergie, il faut bien approvisionner toute cette énergie-là, donc de la production, augmenter du coup la part des ENR, donc ça veut dire qu'il faut transformer nos sources d'approvisionnement, et entre deux, il y a les vecteurs justement et les réseaux, et je rappelle, hein, comme ça a été dit au début par nos élus, vous êtes en tant que collectivité propriétaire aujourd'hui des réseaux d'électricité et de gaz, et donc forcément on voit bien que toutes ces trajectoires-là vont impacter demain nos réseaux. Et donc, je vais laisser la place à mon collègue François qui attend à côté de moi pour vous faire une petite page d'histoire sur l'évolution des réseaux au fil des siècles, ce qui permet de rappeler aussi d'où on vient et où on va. Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole en effet quelques minutes pour évoquer avec vous la place des vecteurs énergétiques dans les différentes transitions des systèmes énergétiques qu'on a connus en France et en Europe. Parce que, comme le dit Amandine, l'ensemble du corpus réglementaire ne traite que des baisses de consommation et de la production décarbonée, mais n'évoque quasiment jamais ce qui se passe entre les deux.
Or, on va voir que derrière ces infrastructures, il y a aussi des organisations humaines, des gouvernances associées qui doivent poser une vision stratégique, planifier les investissements, réaliser les infrastructures et les exploiter sur le long terme. Donc, en effet, comme disait Amandine, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Premier focus, donc avant la révolution industrielle que j'ai placée arbitrairement en 1850, eh bien, les sources d'énergie primaires, celles à partir desquelles on répond aux besoins énergétiques finaux, elles étaient toutes d'origine renouvelable, on va dire. Même pour la petite histoire, on peut dire qu'elles étaient toutes issues même du soleil, sauf qu'à l'époque, l'humanité ne savait pas réellement comment utiliser en direct cette énergie massive, et donc elle prenait ces ersatz passant par la biomasse, le vent ou l'hydraulique. La principale énergie utilisée, qui répondait à tous les services énergétiques demandés par la population, ben, c'était la biomasse. Par le feu, on pouvait se chauffer et s'éclairer, et puis par la biomasse alimentaire, finalement, on pouvait se mouvoir et travailler aussi sur l'énergie mécanique, on pense à la traction animale. Alors, en petit picto, on voit aussi que la question du service humain pour l'énergie mécanique, à travers l'esclavage, explique peut-être l'ambiguïté de certains pays européens à cette période de notre histoire sur la notion de l'esclavage. Le vent et l'hydraulique, eux, ont été exploités plutôt par l'invention de l'utilisation de machines qui étaient dédiées à leur exploitation pour transformer ces sources primaires en énergie mécanique. Ce qui ressort en fait de cette période, c'est qu'il n'existait pas de vecteur énergétique à proprement parler, puisque il y avait une relation géographique directe entre les lieux de production, ou tout au moins, on fixait les lieux de consommation là où il y avait ces sources d'énergie primaire. C'est pour ça que les villes, les cités-États se sont installées là où il y avait ces sources d'énergie primaire à disposition. La première grande transition énergétique, finalement, elle intervient donc au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, où on voit que les sources d'énergie primaire ont complètement changé. Alors évidemment, la transition ne se fait pas en un an, hein, elle s'est faite sur plusieurs décennies, mais toutes les sources d'énergie primaire à terme sont quasiment d'origine fossile, excepté peut-être le nucléaire dans les 2 dernières décennies. Et on voit qu'elles ont permis finalement de mobiliser une quantité d'énergie beaucoup plus importante. Croisé à cela avec l'invention ou la découverte plutôt de l'électricité, du moins sa maîtrise, fait qu'on a inventé des machines qui étaient en capacité pour toutes ces sources d'énergie primaire de produire une nouvelle source d'énergie qui n'est pas primaire, celle-ci qui est secondaire, qui est l'électricité. Alors, à savoir quand même que pour le gaz, alors le charbon un petit peu, notamment avec le réseau ferré, mais surtout le gaz et le pétrole, ont une capacité à être utilisés en direct sans être transformés par l'énergie, et finalement, en électricité, pardon. Et finalement, on voit que se dessinent les 3 vecteurs énergétiques les plus utilisés encore aujourd'hui, qui sont les infrastructures pétrolières, les infrastructures gazières et les infrastructures électriques. L'idée derrière, évidemment, c'est toujours de répondre aux besoins énergétiques en offrant différents services. On voit que ces besoins énergétiques, par une meilleure maîtrise de ces sources d'énergie et leur transformation, on est capable de développer d'autres services énergétiques plus qualitatifs. Je vois notamment la question du chauffage, où on est capable de distinguer la moyenne température pour l'habitat de la haute température pour les dispositifs industriels. Alors, la biomasse est toujours présente sur le chauffage moyenne température. L'ensemble de ces vecteurs devant répondre à l'ensemble de ces besoins. La particularité est que seule l'électricité est capable d'offrir des services énergétiques qui n'existaient pas avant, notamment le fonctionnement des machines tournantes, très utiles pour toutes nos activités agricoles et industrielles. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 40 et 46, on va dire, au moment de la création d'EDF, l'électricité a été considérée comme un service universel, car c'était la seule source qui était capable de répondre à tous les besoins énergétiques sur le territoire. Alors, évidemment, si on développe ces infrastructures juste avec le critère de la simple rationalité économique, on aurait déployé des réseaux de gaz et d'énergie qu'à l'endroit où il y avait des fortes populations, et tous les territoires ruraux auraient dû attendre. Sous l'impulsion finalement de l'État, mais beaucoup des territoires, il y a plus de 80 ans, voire un siècle pour les territoires les plus avancés, il y a eu un enjeu de démocratisation finalement de l'accès à ces sources d'énergie pour donner ces services énergétiques aussi dans les territoires ruraux.
Sur la question du pétrole, l'État, je pense pour des raisons plutôt géostratégiques, a préféré donner la main à une entreprise au départ nationalisée et maintenant qui s'appelle Total. On rentre maintenant dans la deuxième transition énergétique. Alors on y est, je l'ai mis arbitrairement en 95, c'est les accords de Kyoto et c'est la prise de conscience finalement de l'enjeu climatique. Et jusqu'à 2100, les accords de Paris, c'est la terme des accords de Paris, eh bien, on voit que, d'une part, pour répondre aux enjeux climatiques, les aspects énergie fossile, le charbon va disparaître, le pétrole va diminuer très fortement et le gaz, à terme, va aussi diminuer, peut-être moins fortement que le pétrole parce qu'il est moins émissif. Par contre, on voit une arrivée en force des sources d'énergie renouvelables primaires telles qu'elles existaient avant la révolution industrielle, avec maintenant la capacité d'utiliser le soleil. Nos besoins énergétiques de demain, alors je ne suis pas devin, mais je ne sais pas, j'imagine pas qu'ils vont fortement évoluer en un siècle. Néanmoins, ils vont devoir diminuer. Et face à l'ensemble de ces sources d'énergie primaire, eh ben, on a dû inventer des machines spécifiques pour utiliser au mieux ces sources. Et ça va avoir une conséquence finalement sur la dimension des vecteurs énergétiques, parce que s'il y a une multiplicité de sources, il y a une multiplicité de machines qui va les transformer et certainement une multiplicité aussi des vecteurs énergétiques pour pouvoir au mieux les transiter et mieux les exploiter demain. Donc à côté du pétrole qui va diminuer, du gaz qui va substituer et de l'électricité qui va augmenter, eh bien, il y a la question des réseaux de chaleur qui montent en puissance et puis aussi de la question de l'hydrogène, où là, on ne sait pas si ça sera sous forme de réseau, mais ça sera en tout cas des infrastructures liées certainement à l'hydrogène. En guise de... Pour vous projeter un petit peu en termes d'hypothèse, on se rend compte que la biomasse demain va être une des sources d'énergie primaire qui va pouvoir répondre à l'ensemble des vecteurs énergétiques. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais elle a ce potentiel en elle. Le solaire va rester contenté à la production de chaleur ou d'électricité et l'ensemble des autres sources d'énergie primaire vont plutôt converger vers l'électricité. L'enjeu de demain, finalement, ça va être de voir en quoi l'ensemble de ces vecteurs et de ces réseaux vont pouvoir communiquer entre eux pour être le plus efficace, notamment dans l'attribution des besoins énergétiques. Forcément, les territoires et l'État ont convergé un petit peu sur une vision, du moins, vu qu'il y a aujourd'hui une absence manifeste dans les textes de vision de l'État sur ces sujets des vecteurs énergétiques, à nous, territoires, de nous emparer de ce sujet. Et je redonne la parole maintenant à Amandine. Alors, pour conclure, ce qui a notamment été présenté par François, la transition énergétique, c'est notamment la transformation d'un monde d'énergie de stock à un monde d'énergie de flux. Je rappelle, aujourd'hui, on est beaucoup sur le pétrole, le gaz, l'uranium, le charbon. Ce sont des énergies qui sont importées, dont on est dépendant d'un point de vue géopolitique. Les énergies de flux, ce sont des énergies qui sont aujourd'hui disponibles localement et qui nous permettront à terme aussi de gagner en indépendance énergétique. Ces énergies de stock, aujourd'hui, elles sont gérées d'un point de vue centralisé. François l'a déjà évoqué. On a quelques grandes centrales aujourd'hui de production. Ça nécessite des investissements très, très, très coûteux. On a quand même un petit exemple à Flamanville. Des retombées financières qui sont extraterritoriales. Et ça place aussi les usagers en position de consommateurs de l'énergie. Le passage vers justement un monde d'énergie de flux va, décentraliser ces centrales de production vers de la production diffuse sur l'ensemble du territoire. Un agriculteur, un particulier peut devenir du coup demain producteur d'énergie, bien sûr dans des proportions moindres, mais c'est la somme qui va être intéressante. C'est, entre guillemets, des investissements moindres à l'échelle territoriale que de grandes centrales de production, et ça dépend aussi après, en fonction du montage des projets, de la gouvernance des projets, cela permettra aussi des retombées financières locales. Et ça va placer aussi, vous en tant qu'élus et aussi les citoyens, dans des positions d'acteurs justement de cette transformation-là. Donc voilà rapidement sur cette, en tout cas on a encore rapidement, là j'ai encore 3 slides sur cette deuxième partie qui concerne vos plans climat, en tout cas là où ils ont été déjà actés. On a essayé de rassembler justement les différentes ambitions. Alors, quand on regarde les ambitions d'un point de vue de la baisse des consommations d'énergie par habitant, ils sont aujourd'hui conformes aux objectifs nationaux tels qu'ils ont été évoqués avant. Par contre, il y a une spécificité en Loire-Atlantique, c'est qu'on est quand même un chouette département et ça veut dire aussi une évolution démographique très importante sur ces prochaines années. Et du coup, quand on regarde la baisse des consommations finales
en tout cas les objectifs en valeur absolue, on voit qu'on ne répond pas aux ambitions nationales, mais entre guillemets, c'est un peu normal du fait de l'augmentation, justement, forcément, si on est plus nombreux, on va plus consommer. Donc, c'est pour ça qu'on a plus mis en avant aussi ce ratio de baisse des consommations par habitant. Sur les objectifs du développement des énergies renouvelables, pour les territoires, en tout cas, où on avait les données, on voit que d'ici 2030, l'objectif, c'est de faire x3, et d'ici 2050, l'objectif, c'est de faire x6 par rapport à 2016. Donc, il reste quand même des ambitions assez fortes. Quand on zoome sur ces ambitions-là, on s'aperçoit qu'en grande majorité, on est plutôt sur des ambitions qui sont ciblées sur le développement de la production d'énergie renouvelable électrique, avec le photovoltaïque et ensuite l'éolien. La chaleur renouvelable, donc notamment le bois énergie, la géothermie et le solaire thermique, reste moins sollicité et en deçà quand même des trajectoires nationales. C'est pas forcément là où en tout cas les ambitions ont été placées, même s'il y a quand même des projets, mais on voit que ça reste le photovoltaïque surtout et l'éolien qui sont sollicités, en tout cas ceux sur lesquels vous êtes engagés au sein de vos différents plans climat. Donc j'en ai terminé sur cette deuxième partie. On va passer après à la troisième partie sur justement 4 exemples d'actions concrètes pour reprendre justement, pour lire un peu les différentes questions qui ont été notées dans le fil conducteur. Donc Agnès, je donne la main. Alors, il y avait effectivement plusieurs questions, réactions. Alors, rapidement, peut-être, sur l'hydrogène, il y avait des questions. Donc, sachez qu'il en sera question dans un prochain webinaire. Donc, c'est parti. Dans le dernier webinaire, on évoquera rapidement l'hydrogène. Voilà. Mais ça reste aujourd'hui une filière émergente, donc ça reste très, très modeste, même si effectivement il y a beaucoup de potentiel. Et on évoquera un petit peu, on fera un petit point sur l'hydrogène lors de ce webinaire. Alors évidemment, comme on a pas mal traité aussi de mobilité électrique, il y a des questions à la fois sur les batteries qui concernent les vélos électriques, mais on peut aussi se poser légitimement la question sur les véhicules électriques, et également à savoir s'il y a un bonus achat vélo électrique, sachant qu'il y a également, là on va tenter d'y répondre maintenant, Amandine va vous apporter des éléments de réponse, et sachez aussi qu'il y aura un webinaire consacré à la mobilité durable, donc ce sera le 19 mars. Alors, rapidement, concernant la mobilité, hein, on voit de toute façon qu'importe, tout consomme entre guillemets de l'énergie. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. En effet, c'est un sujet important. Et justement, l'objectif, ce n'est pas de changer tout le parc aujourd'hui qu'on a en véhicules électriques, parce que là, ce serait inquiétant d'un point de vue de la production. Et c'est bien justement d'abord, de baisser les besoins en termes de mobilité, et là où on ne peut pas baisser les besoins, de faire du transfert vers de l'électrique, du gaz et de l'hydrogène après-demain. Donc forcément, on sait que c'est un sujet en jeu, mais on pourra en reparler, faire un point sur ce sujet-là pendant le webinaire spécifique sur la mobilité électrique. Voilà, on pourra balayer aussi un peu ces sujets de batterie. Et il n'existe plus de bonus sur les vélos électriques pour répondre, sauf pour les revenus qui sont non imposables. Et sinon pour les habitants de Nantes Métropole. Mais ce n'est pas le territoire décidé là. Amandine Oui. Raymond à l'appareil, Raymond Charbonnier. Je voudrais quand même insister sur le fait que les cibles pour lesquelles on doit arriver, c'est décarboner nos activités, c'est-à-dire qu'on ne doit pas délocaliser notre trace carbone. C'est-à-dire qu'on entend parler de la production des batteries, des panneaux photovoltaïques, et la déconstruction, le recyclage. Demain, il faudra aussi qu'on s'inquiète. Alors, on espère que la technologie va évoluer, mais il faudra qu'on produise plus près de chez nous et qu'on délocalise et qu'on fasse une balance entre le coût de construction carbone des nouveaux équipements pour qu'on soit bien au niveau énergie. Il ne faut pas non plus on délocalise notre trace carbone. Et c'est tout l'enjeu du problème, quoi. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité et une relocalisation d'une partie de nos équipements. Non, mais je suis bien d'accord. Hein. C'est la problématique aujourd'hui, c'est ce pourquoi les véhicules électriques sont pointés du doigt, c'est qu'on va délocaliser du coup la pollution.
Chez nous, tout ira bien parce qu'entre guillemets, il n'y a pas de polluant qui sort des pots d'échappement d'un véhicule électrique. Et c'est pour ça que cette décarbonation doit aussi s'inscrire justement dans le fait que voilà, il ne faut pas changer un pour un parce que dans ce cas-là, on aurait perdu le pari. C'est bien de maximiser aussi par l'autopartage et d'optimiser l'utilisation de ces véhicules-là. Et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui. Il y avait une question également de Benoît Juret qui souhaitait préciser sa demande sur les chiffres, pourquoi finalement les éléments affichés étaient de 2016 et sur finalement une question comment on n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir un observatoire un peu plus dynamique pour avoir des données plus à jour. Donc aujourd'hui, juste pour préciser ce point-là très rapidement, l'observatoire des mesures en tout cas, des données énergétiques et des données de gaz à effet de serre est assuré par RPI de la Loire, une association régionale qui surveille la qualité de l'air également, avec une gouvernance par la région et l'ADREAL et les services de l'État du coup également. Donc, ça se structure doucement pour essayer de construire un observatoire plus dynamique, mais c'est des sujets, il y a des sujets de gouvernance et des sujets de données qui sont plus ou moins complexes pour récupérer, pour calculer. Donc c'est en train de s'améliorer pour essayer d'avoir quelque chose de bien plus dynamique. Entre autres choses, par exemple, sur le nombre de raccordements de nouveaux moyens de production photovoltaïque sur le réseau. Il y a Enedis qui fait des efforts pour essayer d'apporter des éléments, par exemple, au trimestre. Voilà. Donc ça se structure doucement, mais ces indicateurs aujourd'hui de pilotage pour vos territoires, ils ne sont pas encore tout à fait opérationnels. On essaye d'y travailler également. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table pour que ça avance, mais c'est un vrai sujet, effectivement, pour piloter nos actions. Vous avez raison. Alors, juste pour préciser aussi que dans le fil de discussion, il y a pas mal d'échanges sur l'acceptabilité au niveau notamment des éoliennes. Sachez qu'il y aura pareil des webinaires qui seront consacrés à ce sujet, c'est précisé également. Je vous propose peut-être de passer à la dernière partie qui va être consacrée aux actions, enfin quelques actions inspirantes dans les territoires. Alors, concernant et concrètement, on a vu de là où on part, où est-ce qu'on doit aller, et puis on voit bien au travers le fil de discussion qu'il y a du travail. Donc on a décidé de vous illustrer 4 actions. Très concrètes sur nos territoires. Bon, il y en a une où on sort légèrement de la Loire-Atlantique. La première va porter sur une action sur le développement du bio-GNV, de la méthanisation. Ensuite, Gauthier nous présentera une action sur le développement du photovoltaïque sur une zone d'activité à la Carène. Il présentera aussi une action de production de photovoltaïque et d'autoconsommation collective à Orvaux, chez nous, sur le site du Chidela. Et enfin, François pourra clôture avec une action à Blain sur le développement de l'éolien et l'intégration aussi de différents acteurs sur ce projet. Donc, concernant le développement du biogaz, on a décidé, on souhaite vous emmener à Saumur. Et en amont, je souhaite rapidement rappeler les enjeux justement du développement du biogaz. Aujourd'hui, il est possible, on l'a vu au tout début, le gaz renouvelable reste une énergie fossile qu'on importe, mais il est possible aussi de le produire en local au travers des méthaniseurs sur la base de déchets organiques. Ces méthaniseurs peuvent injecter sur le réseau de gaz naturel et ensuite, plusieurs kilomètres à côté, on n'est pas obligé d'être juste à côté, on peut avoir des stations de distribution de GNV, donc de gaz naturel véhicule, à destination aujourd'hui essentiellement du transport lourd, de marchandises et de voyageurs en complément de motorisation électrique. Donc il ne s'agit pas ici du GPL, mais bien du gaz naturel comme on l'a dans nos cuisines et dans nos maisons. Concernant le territoire de Saumur, il a été créé en 2017 une société qui s'appelle SEV, Saumur Énergie Verte. C'est une société locale par trois autres sociétés du territoire, notamment la CEMAE, qui est une entreprise publique justement de gestion des déchets détenue en majorité par la communauté d'agglomération Val-de-Loire. Une autre société qui est Loire Compost Environnement, qui est une entreprise saumuroise qui est spécialisée dans le compostage et bois d'énergie. Et un industriel du Nord spécialisé dans les unités de méthanisation et la station de compostage. Cette société elle a été créée justement pour porter 2 projets sur le territoire. D'un côté, une unité de méthanisation avec à la fois des déchets agricoles, mais aussi les déchets de la collectivité. C'est sûr que le modèle que je vous présente aujourd'hui, il n'est pas forcément réplicable
sur tous les territoires, c'est Saumur Aglo, donc il y a forcément des déchets un peu plus importants. Voilà, c'est juste un point de vigilance quand même que je voulais vous évoquer. Mais d'un côté, ils ont développé cette unité de méthanisation, donc située à Chassé. Et à quelques kilomètres plus loin, là où les transporteurs passent, ils ont développé une station bio-GNV. Et ce qui sort, et ce qui est injecté du coup dans le réseau, permet globalement d'alimenter 44 poids lourds par an, la consommation de 44 poids lourds par an, ou 2000 foyers, si on fait le ratio par foyer. Donc voilà, ça permet de montrer sur un territoire qu'est-ce que ça peut être qu'une boucle justement de développement du biogaz. Mais ce qu'on souhaitait montrer au travers de cet exemple, c'est comment la collectivité a pu agir et comment la collectivité a pu faciliter justement la mise en place de ce projet. Elle a pu accompagner au début les porteurs de projets à mettre en place par exemple des animations pour faire parler du projet, notamment auprès des transporteurs, pour faire connaître le GNV, qu'est-ce que c'est que le GNV, pour justement avoir des usagers de la station GNV, parce qu'il faut du monde pour venir s'habiter, parce que sinon ça n'est pas rentable d'un point de vue économique. D'un autre côté, la collectivité présente est impliquée dans la société qui a été créée au travers SACEM qui gère les déchets. Et aussi, au travers de ces véhicules, c'est sa flotte publique, elle a converti un certain nombre de véhicules au gaz naturel véhicule, donc les cars, les bus, surtout les bennes ordures ménagères, pour venir s'habiter sur la station et du coup rendre aussi ce projet de station au gaz. Donc voilà très rapidement sur ce sujet-là, mais comme on l'a dit, il y aura et un séminaire, un webinaire sur la mobilité et un webinaire sur le GNV. On pourra aller un peu plus dans le détail de ce type de projet. Et je laisse la parole à Gauthier pour nous emmener à la carène. Oui, et du coup, juste en aparté, en préambule à mon propos, on vous présente, j'ai lu l'ensemble des éléments du fil de discussion, là, on vous présente des sujets qui sont très tournés du coup vers la production d'énergie, et vous l'aurez noté, de la difficulté d'envisager des réductions des consommations. Il se trouve qu'aujourd'hui, concrètement, pour s'approprier le sujet énergie, passer par la mise en place d'un moyen de production, c'est en général la première marche à franchir pour rentrer dans la compréhension de ces enjeux. Et du coup, très rapidement, en général, l'ensemble des porteurs de projets, ce qu'on constate, on arrive à des sujets de OK, très bien, comment maintenant on arrive à réduire les consommations? Et par cette acculturation progressive, ça reste une porte d'entrée. Donc aujourd'hui, on regarde la maturité de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Vous parlez des ENR, c'est plus facile, parce que ça vous parle plus directement. Et nous aussi, c'est plus facile de vous proposer des actions concrètes à vous montrer. Mais effectivement, la suite, ça sera comment on réduit nos consommations aussi. Donc cet aparté étant fait, effectivement, là, les objectifs de la Carène dans son plan climat sont extrêmement ambitieux. Ils veulent déployer 200 MW de photovoltaïque d'ici 2030. 200 MW, c'est plus que ce qui est déjà installé dans le département aujourd'hui. Et donc, entre autres choses, ils ont segmenté ces 200 MW en plusieurs cibles. Et donc, près de la moitié, enfin, en tout cas 40% de ces 200 MW est disponible, le gisement est disponible sur les toitures de leurs zones industrielles. Donc, ils ont identifié 80 MW sur ces entreprises. Et du coup, toute la question que se pose la Carène, c'est OK, une fois que j'ai cet objectif de 200 MW, comment je fais pour le mettre en œuvre, sachant que les industriels, ce n'est pas mes toitures, ça demande des investissements importants. Donc, comment je me mets en marche en tant que collectivité pour, vis-à-vis de cette politique, essayer de la mettre en œuvre. Donc, là, c'est le résultat d'une expérience, enfin, en tout cas, le résultat à date de l'expérience qu'ils ont débuté sur une zone d'activité qui s'appelle Vrepelra. Donc, là, sur la petite illustration, vous voyez finalement, ils ont fait un exercice de cadastre solaire pour identifier le gisement, c'est-à-dire combien chaque toiture peut produire. Donc, quand c'est rouge, je peux produire beaucoup. Quand c'est jaune, je peux produire un peu. Quand c'est bleu, je ne mettrai pas de panneaux photovoltaïques parce que du coup, je ne produirai pas assez pour que ça soit rentable. Si tu veux bien passer au suivant. Ah. Donc, vas-y, continue. Pardon. Donc, ils ont, pour commencer, étant donné que ce n'est pas les toitures de la Carène, ils ont dû rentrer en dialogue avec les entreprises et puis essayer de mobiliser. Donc, pour ça, ils se sont appuyés d'une part, ils ont travaillé avec le développement éco de la Carène et le service énergie. Et ils ont mis en place des ateliers de sensibilisation pour les entreprises. Et puis, au-delà de la sensibilisation, on constate le potentiel, mais une entreprise, un chef d'entreprise, il a rarement que ça à faire. Et du coup, c'était comment concrètement on traduit, on les emmène rapidement. Et du coup, sur votre toiture, ça dit quoi?
Et chaque propriétaire de toiture là, sortait de l'atelier avec, sur sa toiture, c'est quoi le potentiel et comment ça pourrait se mettre en place. Donc voilà, et tu peux passer à la suite. Donc, un sujet qu'on traitera dans le prochain webinaire, c'est au-delà d'emmener les entreprises, déployer massivement du solaire sur le territoire, ça a des impacts sur les réseaux, comme ça, sur les réseaux électriques en particulier, comme ça vous a été expliqué par François. Donc on reviendra sur ce sujet-là, mais ils travaillent aussi avec Enedis et le CIDELA sur cette partie-là. Et puis, du coup, aujourd'hui, une fois qu'ils ont identifié, construit leur dispositif d'animation et identifié les zones, ils commencent à structurer, maintenant qu'on a identifié les entreprises, comment on va identifier les partenaires pour co-investir et réaliser. Donc la Carène a un budget prévu pour investir, donc pour être coproducteur, et elle s'est rapprochée également de la SEM-CIDELA, par exemple, pour essayer de voir comment on pourrait mettre ça en place. Et puis, il peut y avoir aussi, si on démontre le modèle économique, il peut y avoir des industriels qui sont directement concernés par ces toitures, qui pourraient avoir envie d'investir ou de co-investir avec l'entreprise. Donc voilà pour cet exemple. Donc à date, on ne peut pas vous démontrer comment ça a marché puisque les résultats ne sont pas encore complètement là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été mobilisées. On ne voit plus le support. Ah, zut. Le support va revenir, je vous prie de m'excuser. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont été mobilisées déjà dans cette zone et aujourd'hui, ils sont en train de voir comment, par zone d'activité, ils vont pouvoir déployer et répéter ce process. Voilà pour la première action. Vous voyez que du coup, la Carène, en tant que collectivité, au-delà des ambitions, c'est comment finalement elle peut agir à différents niveaux pour aller mobiliser d'autres acteurs. Donc le support est revenu. Merci, merci Amandine. Du coup, je vais passer à la fiche suivante. Donc un autre exemple, donc plus modeste, mais en tout cas qui est pour le coup arrivé à son terme. Donc le CIDELA, donc le siège social du CIDELA, donc le CIDELA en tant que collectivité, puis en tant qu'acteur de son territoire, là où il habite, si j'ose dire. Donc c'est le bâtiment en accent circonflexe en haut à gauche de l'image. Donc on est sur la commune d'Orvaux, qui est elle sur le territoire de Nantes Métropole. Donc on s'est dit en 2017 avec l'évolution législative sur les sujets d'autoconso, on est un syndicat d'énergie, pour s'approprier le sujet, essayons, nous, et puis soyons exemplaires pour, après, être en capacité d'accompagner vous, dans vos communes respectives. Donc, on a mis en place des ombrières photovoltaïques sur notre toiture, là, sur la petite zone bleue devant l'extension circonflexe. Enfin, donc, il y a les deux parkings qui sont couverts d'ombrières. Et on a mis en place un projet d'autoconso collectif. Donc, on produit de l'énergie sur nos ombrières, on consomme cette énergie et puis on la revend à nos voisins. Donc, et puis on s'est associé avec nos voisins et il se trouve que le hasard fait bien les choses ou pas, enfin peu importe, en tout cas, notre voisin direct c'est la commune d'Orvaux avec sa salle de spectacle et l'aire des gens du voyage porté par Nantes Métropole. Donc on a construit ce collectif pour porter ce projet, donc en premier lieu avec des ombrières sur le bâtiment du CIDELA et dans un second temps aujourd'hui on discute sur comment on pourrait mettre en place des ombrières sur le parking de l'Odyssée comme vous le voyez. Donc sur ce projet on a eu un soutien financier de l'ADEME et de la région Pays de la Loire. Et du coup, on a été homologué le SMILE à l'époque. Si tu veux bien passer au suivant. Donc les résultats, très concrètement, aujourd'hui, on a une ombrière, donc ça fait un peu plus de 400 mètres carrés pour produire 92 kW crête de photovoltaïque. Donc on consomme 55% de l'énergie sur notre bâtiment. On partage 37% de cette énergie avec nos voisins. Et du coup, il nous reste 8% qu'on revend à un acteur non obligé qui est un fournisseur d'énergie, dans ce cas-là, Enercop. Donc, ce chemin nous a permis de faire, à la fois aux services et aux élus du mandat précédent, du coup, pour l'instant, une appropriation collective des enjeux de l'autoconsommation collective. Et puis, on avait en tête d'en faire un projet réplicable et un démonstrateur. Donc, c'est partagé aujourd'hui. Et ça nous permet aujourd'hui également de vous accompagner pour essayer de le remettre en place dans vos communes, si vous le souhaitiez. Voilà. Et on va passer à la dernière action par François, avant de conclure. Rebonjour. Donc oui, je vous évoque très rapidement la dernière illustration qu'on vous propose ce matin autour de la coopération territoriale sur la commune de Blain liée à un projet éolien. Donc, je vous retrace encore, j'aime bien l'histoire, donc je vous retrace ça à travers une frise chronologique. Tout est parti finalement avec le choix d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui, jusqu'à présent, en fin de compte, empêchait dans un périmètre de 20 km autour des futures pistes
ex-Futurpiste, l'implantation de parcs éoliens parce qu'il y avait un radar de l'aviation civile qui était incompatible avec les éoliennes. Donc un certain nombre de projets éoliens étaient empêchés d'exister. Si bien que quand cette contrainte a été libérée, en l'espace d'un mois et demi, je pense que la mairie de Blain a eu à peu près 25 coups de téléphone d'une douzaine de sociétés spécialisées dans l'éolien, parce que finalement, sur cette grande commune, il y avait 4 à 5 sites potentiels, et chaque société, finalement, se battait pour pouvoir y avoir accès. Face à ce marasme, finalement, la commune de Blain a décidé, en relation avec le CIDELA et SACEM, de mettre à distance, on va dire, les opérateurs privés pour prendre le temps de construire une vision stratégique et de savoir où est-ce qu'on voulait faire, si d'abord on voulait ou pas faire de l'éolien sur le territoire, et si on voulait le faire à quel endroit, sur la base de quels critères. Et puis une fois qu'on avait décidé sur quel site, et de quelle manière on voulait voir se développer ce type d'industrie sur le territoire de Blain. Donc, le CIDELA et la SEM ont travaillé sur l'analyse géographique et multicritères des qualités de chacun des sites pour les hiérarchiser et finalement laisser la possibilité au conseil municipal d'en débattre et de délibérer pour choisir le nombre et la place, la localisation des sites qu'ils voulaient voir étudier. Finalement, un seul site a été retenu. Et du coup, on se retrouvait dans la situation où les 12 opérateurs qui se disputaient sur 4 ou 5 sites, finalement, convergeaient tous sur le seul et même site retenu par la commune. Donc, il a fallu aussi définir avec qui la commune voulait bien travailler. L'idée, donc, était de faire un appel à projet pour identifier la société qui partagerait, on va dire, la vision territoriale portée par la commune. Mais puisque l'éolien, c'est, comme on a vu un petit peu dans le chat tout à l'heure, il y a beaucoup de contestations localement. La commune a souhaité ne pas porter seule, finalement, la vision stratégique et a organisé une réunion publique pour proposer aux citoyens intéressés d'entrer dans un comité de pilotage élargi, donc extra-municipal, dans lequel la mairie, la SEM CIDELA et le CIDELA et le collectif citoyen allaient co-construire ensemble, finalement, la manière de faire de l'éolien sur la commune. De ce collectif, finalement, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, est née une association qui a pris part pour proposer une vision aux opérateurs qui était de dire si, messieurs les opérateurs, vous voulez faire de l'éolien sur notre territoire, eh bien, il va falloir partager et la valeur des retombées et surtout les décisions sur toute la vie du projet. Finalement, le consensus a été trouvé de dire 33% de la décision reviendra au bloc public, 33% reviendra aux citoyens riverains et 33% reviendra à la société spécialisée. De cet appel à projet, finalement, seul Engie a accepté de perdre autant de pouvoir et d'autorité sur ce type de projet au profit des citoyens et du territoire. Et ça s'est traduit par la rédaction d'un protocole d'accord. Alors, on a mis 4 à 5 mois à traduire les engagements d'Engie dans un protocole juridiquement consolidé. Et là-dessus, la puissance publique, donc portée par la commune et le CIDELA, a vraiment mis beaucoup d'huile dans les rouages pour casser un peu les jeux de posture entre des citoyens militants engagés et une société industrielle qui ne partageait pas forcément les mêmes objectifs quand on rentrait dans les détails. Aujourd'hui, le projet suit son cours. Ça fait plus d'1 an maintenant que ce triptyque fonctionne, que chacun prend sa part dans le projet et on devrait être en capacité de déposer d'ici 3 mois les demandes d'autorisation environnementale au préfet pour qu'il nous donne son avis sur le projet. Voilà. Merci François. Pour finir, en conclusion, ce qu'on peut voir en fait au travers de ces 4 actions-là, mais on aurait pu en choisir bien d'autres, c'est qu'il y a de nombreux rôles possibles en fait qui s'offrent à vous en tant que collectivité. Même si j'ai rapidement regardé là, le fil de conversation pendant que François parlait, on voit qu'il y a aussi beaucoup de contraintes, hein, on ne va pas se mentir, il y a du travail devant nous, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. Ça peut se faire au travers déjà toutes les étapes classiques d'un projet, de l'émergence, la faisabilité, la mise en œuvre et le suivi, avec dès le début déjà de l'animation, faire parler
transmettre justement aussi ces enjeux-là et ces possibilités auprès des acteurs du territoire, d'accompagner les porteurs de projets. En tant que collectivité, vous pouvez aussi vous initier un projet sur votre propre patrimoine, hein, les piscines par exemple. Il y a aussi des possibilités au niveau de la faisabilité de financer, de piloter, de la mise en œuvre, on l'a vu avec le projet de Blain, de co-investir aussi, et sur le suivi, mais aussi de dupliquer, de partager pour donner envie à d'autres territoires. On voit aussi que ces actions-là peuvent se faire à différentes échelles, entre les communes et les intercommunalités. On le voit aussi au travers les PCAET, les plans d'action, les plans climat, air, énergie territoriale. C'est une vraie possibilité justement de créer du lien entre les communes et les intercommunalités sur ces sujets-là. Ça peut se faire au travers de différentes cibles. On a pu le voir autant auprès des particuliers, entreprises, associations, auprès des acteurs locaux. Et bien entendu, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je fais du coup aussi écho au discours qui a été au début, avec l'appui aussi du CIDELA. Nous sommes aujourd'hui au service des collectivités locales sur ces sujets d'énergie. Donc voilà, on voulait finir justement, et puis on finira aussi par répondre à vos éventuelles questions qui ont été mises sur le fil de discussion. C'est que voilà, vous n'êtes pas seul non plus dans ces enjeux-là, mais ça, voilà, ça fait vraiment écho au discours de notre président et de notre vice-président. On est là aussi justement pour vous appuyer sur ces sujets en tant qu'acteur public référent justement des énergies. Oui, il y a plutôt des réactions sur le fil de discussion que des questions. Et s'il y en a, je crois qu'il y en a une grande partie qui a été traitée également par le fil de discussion par mes collègues. Évidemment, comme c'est un webinaire qui est avec un spectre assez large, on sera amené à aller plus précisément sur les sujets donc lors des prochains webinaires. En tout cas, voilà, je vois plutôt... Il y avait juste une question, une remarque de Bernard Jean Renaud. Alors, je vous prie de m'excuser, j'espère l'avoir bien prononcé, sur la surproduction, le rôle de la CRE. On discutera un peu plus en détail de ces sujets-là dans 2 webinaires, le prochain sur les réseaux électriques et puis je pense à la fin du cycle, il doit y avoir un webinaire sur les énergies photovoltaïques également. Donc on abordera aussi ces questions. Raymond là, Charbonnier à l'appareil. Je tenais à dire d'abord, je remercie les services pour ce webinaire, parce que ça, on ne se rend pas compte, mais il y a une somme de travail très important. Et bien que les enjeux de demain, il y a beaucoup de choses à construire ou à co-construire, on n'a pas des réponses sur tout. Les législations évoluent, les techniques évoluent, et ça, on peut maîtriser. Les législations n'évoluent pas toujours à la même vitesse. On vous en parlera sur ce qui est l'histoire des réseaux, vous verrez. On rappelle quand même le rôle du CIDELA, c'est l'émanation des communes, donc on est bien là pour accompagner les communes et essayer de les épauler, les accompagner sur un certain nombre de sujets, et puis peut-être créer des nouveaux services dans l'avenir. Je rappelle quand même, j'ai vu un certain nombre de choses. Les communes adhérentes, à l'heure actuelle, vous avez des outils en ligne sur le site du CIDELA. Vous pouvez avoir, par l'intermédiaire de SIDO-COSO, l'intégralité de vos consommations bâtiment par bâtiment et points de livraison. Donc, il y a des choses déjà à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tous ces outils sont bien utilisés par les collectivités. C'est peut-être quelque chose à voir en interne dans vos services. Mais sachez qu'on est là pour vraiment répondre à vos besoins. Et dans le cadre de la mission, l'instruction des PCAET, maintenant ils sont adoptés, mais la déclinaison, on sait que dans pas mal de collectivités, comment fait-on pour arriver? On prend des bureaux d'études en interne, on prend des bureaux d'études en externe. La réponse est peut-être aussi de solliciter en amont les services du CIDELA, parce qu'on a des conseillers en énergie partagée, entre autres, sur un certain nombre de domaines qui peuvent vous donner de l'appui. Donc, le dialogue est important et on espère qu'il va être encore de plus en plus généré entre nos deux, les collectivités et le CIDELA, qui, je le rappelle, est le syndicat des communes. Merci. Donc là, sur le support, vous voyez
Alors du coup, les contacts d'Amandine et François, donc Amandine qui vous a présenté dans le cadre de sa mission de coordination PCAET Mobilité, la majorité de ce webinaire. François de la SEM, si vous avez des questions équivalentes à Blain, c'est François, l'interlocuteur, ou si vous avez des perspectives de développement de solaire, de centrales solaires au sol sur vos territoires, François, c'est le bon interlocuteur. Donc, il n'y a pas mon contact sur la dernière slide. Je vous prie de vous m'en excuser, mais vous trouverez dans l'organigramme mes coordonnées, Gauthier Moreau. Et de toute façon, si vous avez la moindre question sur des webinaires ou d'autres, vous avez les coordonnées de Florence, ou vous avez les élus également qui ont pris la parole. Là, Raymond Charbonnier, notre président, alors, du coup, n'hésitez pas à le contacter si vous pouvez. Et puis Frédéric Dunier aussi, notre premier vice-président. Et il y a également, dans toutes vos communes, ça date pas d'il y a trop longtemps, donc j'espère que vous vous en souvenez, mais vous avez les uns et les autres élus des délégués au CIDELA, enfin des représentants au CIDELA, donc vous en avez 2 par commune. Aujourd'hui, il faut, enfin en tout cas, c'est des points d'appui dans vos communes, vraiment. Saisissez-vous-en, si j'ose dire, pour revenir vers nous, vous approprier ce qu'on peut vous apporter. N'hésitez pas à nous solliciter. Et il faut construire ce dialogue parce que dans chaque commune, vous avez ces relais qui peuvent permettre de faciliter la mise en place de vos actions et de nous aider, que le CIDELA puisse vous apporter la meilleure aide possible dans la manière dont vous essayez de les mettre en œuvre. Je ne sais pas si Frédéric ou Raymond, vous voulez rajouter des éléments. Non, je pense que vous l'avez compris, beaucoup de choses restent à faire. C'est en tout cas très enthousiasmant parce que l'on sent bien que la période actuelle fait que l'on est obligé ou qu'on a envie, peut-être un peu des deux, de changer beaucoup de choses. Et que sachez en tout cas que le CIDELA peut être la boîte à outils pour commencer à élaborer un plan compatible avec vos envies. Et qu'on est en tout cas là pour progresser nous aussi dans ce que l'on peut vous proposer. Donc je vous dis à très bientôt à la Bien, il est temps pour nous de se séparer, de conclure. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver les replays sur notre chaîne YouTube CIDELA Loire-Atlantique. Évidemment, vous allez être destinataire du support, de l'organigramme pour vous permettre de bien contacter les bons intervenants. Donc au niveau technique, évidemment, les élus du CIDELA sont aussi des relais, ça a été dit. C'est important d'avoir en tête. Et bien sûr, vous serez aussi invité à dire si votre expérience de ce premier webinaire était intéressante ou pas. N'hésitez pas, donc vous aurez un sondage, un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé. Donc revenez vers les orateurs si vous avez des questions ou envie d'échanger, puisque on a un peu balayé, mais peut-être pas toutes vos réactions. En tout cas, d'ores et déjà, le prochain webinaire